Bien, bonjour à tous. Je vous propose d'ouvrir cette agora dédiée au virage ambulatoire. Je me présente, je suis Félix Faucon, je suis l'adjoint de Jean de Beaupuy, qui lui-même est le directeur général de l'offre de soins. Et j'ai le plaisir d'être accompagné de Christelle Gallo, qui traitera tout à l'heure du sujet de la chirurgie ambulatoire, qui nous vient de un parcours en juridiction administrative avant de rejoindre la direction, de Marion Fumex, qui a été avocate d'affaires avant de rejoindre la direction et qui traitera de la télémédecine, et puis de Tiffaine Maugrou, qui nous vient de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Alors quelques mots d'introduction avant de leur passer la parole, pour vous dire que le virage ambulatoire s'inscrit dans la stratégie nationale de santé, et la stratégie nationale de santé, globalement, elle nous invite collectivement à franchir une nouvelle étape dans l'intégration du système de soins, dans l'intégration des différents acteurs de l'offre de soins. Pour réussir cette intégration, il faut s'appuyer sur l'innovation, et l'innovation appliquée aux trois composantes de cette offre de soins, que sont les technologies, l'innovation dans le domaine des technologies, dans le domaine des produits, l'innovation dans le domaine des processus, des procédures de production de soins, et l'innovation dans la relation avec le patient, avec ce gisement extraordinaire que forment les technologies de l'information et de la communication, et qui rendent chaque jour plus possible l'association du patient lui-même au déroulé de sa prise en charge, au déroulé de son parcours. Et donc le virage ambulatoire, qui est souvent associé à une autre idée, qui est celle de sortir de l'hospitalocentrisme, ce serait un contresens en associant ces deux termes que d'imaginer que la stratégie nationale de santé veut tourner le dos à l'hôpital. C'est un contresens. Il s'agit de faire de l'hôpital un autre acteur par rapport à ce qu'historiquement il a été, et loin de cliver, ce qui serait contraire à cette approche d'intégration, à cette approche systémique en rejetant l'hôpital. Il s'agit de réussir une double intégration. Intégration à l'intérieur de l'offre hospitalière, entre les différents acteurs de l'offre hospitalière. Et dans le projet de loi de santé, le groupement hospitalier territoire est une illustration de ce que je viens de dire, mais il y en a beaucoup d'autres. Et l'intégration de l'hôpital au service du premier recours, au service des professionnels de santé qui exercent en ville, en partageant mieux qu'aujourd'hui, en mutualisant mieux qu'aujourd'hui les ressources rares qui continueront durablement sur les plateaux techniques hospitaliers à être présentes dans l'hôpital. Et donc, cette double intégration à l'intérieur et vis-à-vis des autres acteurs de l'offre de soins est au cœur des démarches qui sont portées aujourd'hui par la stratégie nationale de santé. Alors, on ne va pas vous parler de tous les sujets. J'ai évoqué les trois thèmes. Le premier d'entre eux, c'est la chirurgie ambulatoire. 2014 a été une belle année de progression pour l'activité ambulatoire en chirurgie. Et donc Christelle Gallo va nous expliquer pourquoi cette année 2014 a connu une accélération franche du développement de la chirurgie ambulatoire. Je vous remercie. Alors la chirurgie ambulatoire, c'est une chirurgie qualifiée, comme vous le savez, puisque l'acte réalisé en chirurgie ambulatoire est exactement le même que celui qui est réalisé en hospitalisation complète. C'est une innovation organisationnelle qui est centrée sur le patient et qui est réalisée dans des conditions d'organisation particulières après analyse du triptyque acte, patient, structure. Alors la contrainte de temps de prise en charge réduite à 12 heures fait que la chirurgie ambulatoire nécessite en fait une gestion des flux multiples autour du patient et donc autour d'une unité de lieu, de temps et d'action. Cette réflexion initiée autour de la chirurgie ambulatoire permet de dissocier véritablement ce qui relève du soin et ce qui relève de l'hébergement, puisque depuis les évolutions à la fois anesthésiques et chirurgicales, beaucoup de nuitées ne sont plus nécessaires ou en tout cas ne sont plus forcément pertinentes. La chirurgie ambulatoire suppose également une remise en cause à la fois des organisations et des pratiques, puisqu'il convient désormais de justifier d'une hospitalisation traditionnelle là où il fallait justifier d'une prise en charge en chirurgie ambulatoire.
Donc on est bien dans le changement de paradigme souhaité par le ministère de la Santé dès 2010. Et donc ça suppose que toute nuitée doit être prescrite et justifiée à la fois par le type d'acte et de geste, l'éligibilité du patient, ainsi que la maturité donc, de la structure, qui sont autant d'éléments qui sont en constante mutation. Donc la chirurgie ambulatoire constitue désormais une pratique de référence qui doit être toujours privilégiée dès lors que l'alternative qui est proposée assure une qualité de prise en charge équivalente et un retour à domicile en toute sécurité. Alors, puisque c'est une innovation organisationnelle, elle ne se développe pas spontanément, en tout cas elle ne s'est pas développée spontanément car elle applique une modification des comportements anciens. Et donc comme toute innovation, elle nécessite la mise en place d'incitatifs. Alors le ministère de la Santé a adopté une approche à la fois systémique, globale et participative dans la mise en œuvre et la déclinaison de son plan d'action national de développement de la chirurgie ambulatoire. Alors pour atteindre l'objectif de 50% de chirurgie ambulatoire à horizon 2016, donc objectif qui avait été concerté avec l'ensemble des acteurs en 2011, on a mobilisé différents leviers et on a mobilisé l'ensemble des acteurs. Alors pour vous présenter un certain nombre de leviers qui ont été mobilisés, on a fait bouger la réglementation. Donc il y a eu des évolutions réglementaires, notamment avec le décret de 2012 modifiant les conditions techniques de fonctionnement des structures alternatives à l'hospitalisation. Il y a eu également des évolutions tarifaires, donc avec la mise en place progressive puis généralisée du tarif unique, c'est-à-dire du tarif identique entre le niveau 1 d'hospitalisation complète et l'ambulatoire, donc pour 111 GHM depuis 2014. On a également supprimé donc, les bornes basses des GHM de chirurgie de niveau 1 pour favoriser les prises en charge innovantes. On a également contractualisé donc, dans les CEPOM État ARS des cibles de développement donc, de chirurgie ambulatoire et depuis donc, 2015, selon une méthode unifiée, on a proposé aux ARS des taux personnalisés par établissement de santé donc, qui ont été constitués en fonction donc, de leur case mixte pour pouvoir développer et se fixer des objectifs ambitieux. On a également déployé des actions de formation et des appels à projets, donc à la fois nationaux et régionaux, sur des prises en charge innovantes. Donc on a mobilisé également l'ensemble des acteurs, que ce soit les fédérations ou les sociétés savantes donc, de chirurgie avec lesquelles on a mené de très gros travaux sur la faisabilité médicale en ambulatoire de certaines racines de GHM. Et bien évidemment, il faut saluer le travail de l'ANAP et la HAS qui ont développé un certain nombre d'outils de recommandation à la fois organisationnels et médico-économiques pour les établissements, les professionnels de santé et les ARS. Et ce programme s'appelle et s'intitule « Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire ». Donc ces actions ont conduit à une forte mobilisation à la fois des professionnels des ARS qui étaient convaincus donc, des bénéfices de la chirurgie ambulatoire, à la fois pour les patients, les professionnels de santé et les établissements de santé. Les résultats sont là puisque l'objectif de 50% est désormais à notre portée. En 2014, le taux de chirurgie ambulatoire était près de 45%. Alors, la politique de promotion de la chirurgie ambulatoire a fait l'objet d'une évaluation en 2014 par l'IGAS et l'IGF, qui avait pour objectif de dresser un état des lieux de la chirurgie ambulatoire, d'analyser les freins et les leviers à actionner, de déterminer un potentiel et une cible à atteindre d'actes transférables en ambulatoire, d'estimer les économies associées à ce transfert et d'élaborer donc des recommandations. Ce rapport a été publié en janvier 2015. Il valide les efforts et l'engagement du ministère sur cette politique de promotion. Il capitalise les acquis et il ajuste les niveaux d'efforts. Alors ce rapport a été présenté lors du comité de pilotage chirurgie ambulatoire de janvier dernier, donc avec l'ensemble des acteurs. Et pas plus tard qu'hier, donc sur la base des recommandations IGAS-IGF, la DGOS a présenté son plan d'action de développement de la chirurgie ambulatoire, donc sur la période 2015-2020. Et donc les objectifs stratégiques du ministère sont bien évidemment de garder les 50% de chirurgie ambulatoire à horizon 2016 et a comme objectif d'atteindre 62% de chirurgie ambulatoire en 2020. Alors bien évidemment ça se fonde sur une méthodologie de transfert des potentiels de chirurgie ambulatoire unique et unifié sur l'ensemble du territoire. Et on va développer donc un plan d'action qui prend 6 axes.
Je vous ai mis les actions principales qui seront développées. Il s'agit bien évidemment de renforcer le pilotage national et à la fois le pilotage régional, d'accompagner donc les établissements de santé, soit de manière ciblée avec l'ANAP, soit avec les ARS, d'améliorer donc les organisations et notamment les structures qui pratiquent la chirurgie ambulatoire, donc à la fois les blocs et les unités de chirurgie ambulatoire, avec le déploiement des outils ANAP-HAS, donc des outils organisationnels et médico-économiques, et favoriser, généraliser les actions donc, de benchmark à la fois des blocs et des unités de chirurgie ambulatoire. Le ministère souhaite également favoriser l'innovation et maintenir et renforcer la qualité donc, et la sécurité des soins en soutenant des projets innovants, soit de populations cibles comme les personnes âgées, soit d'actes plus complexes. Et dans ce cadre-là, on a en juin 2015, en juin prochain, il y aura un appel à projet qui sera lancé sur la prise en charge en chirurgie ambulatoire dans le domaine de la cancérologie. On a également une politique de promotion donc de qualité de sécurité des soins, et les indicateurs qualité sécurité des soins en chirurgie ambulatoire seront disponibles dès 2016 et seront livrés par la HAS. Ensuite, on souhaite également renforcer la coordination des acteurs dans une logique de parcours. Donc, on souhaite évidemment généraliser l'information systématique du médecin traitant, et la loi de santé s'en donne les moyens, notamment avec la lettre de liaison. On encouragera également la mise en place de messageries sécurisées et de plateformes territoriales d'appui. Enfin, le 6e axe, c'est la promotion, la sensibilisation et la communication donc, du grand public. Sur la formation, on met en place une formation rénovée en 2015 qui concerne en fait les équipes, donc pas forcément que les équipes soignantes, mais l'ensemble, les médecins, les paramédicaux et les administratifs, pour bien évidemment adapter cette formation aux enjeux donc, de l'ambulatoire, qui sont désormais à la fois médico-économiques, organisationnels et capacitaires. Ça permettra également d'appréhender la coordination donc ville-hôpital, et on déploiera un plan d'action et un plan de communication à destination de l'ensemble des parties prenantes donc à la chirurgie ambulatoire. Donc finalement, quelle perspective? C'est qu'en réinterrogeant le processus de prise en charge du patient, et notamment la place de la chirurgie ambulatoire dans les soins, le développement de l'ambulatoire d'une manière générale permet de centrer l'hôpital sur les soins au bénéfice du patient et non plus sur l'hébergement. Le développement de l'ambulatoire suppose de repenser également la place de l'hôpital dans une logique de parcours à travers la mise en place de nouvelles organisations qui sont structurantes pour l'hôpital. Et ces réflexions questionnent désormais la place et les modalités de développement de la médecine ambulatoire. Et donc des travaux sont actuellement en cours à la DGOS pour caractériser cette activité, préciser sa place dans la prise en charge médicale et le parcours de soins des patients, déterminer les possibilités de réduction du nombre de séjours en hospitalisation complète, mais aussi de l'offre alternative donc, de médecine existante en ville et à l'hôpital, donc hors champ de l'hospitalisation, et enfin identifier les freins et les leviers à son développement. Je vous remercie. Merci Christelle. Donc vous voyez que cette démarche s'est voulue d'une part globale. On est bien dans une approche globale. On a mobilisé l'ensemble des acteurs. Cette approche, elle a été globale, elle a été également pragmatique. On a écouté les acteurs, mis en œuvre les mesures incitatives notamment qu'ils nous proposaient de mettre en œuvre. On a pu évaluer l'efficacité de l'incitation et des incitations qui ont été mises en place. Et donc, petit à petit, on a pu consolider cette politique au fil du temps. Et comme Christelle Gallo vient de vous le dire, la nouvelle frontière maintenant qui s'ouvre à nous, c'est le constat que dans les hôpitaux, établissements de santé, la médecine hospitalière se caractérise aussi par des durées moyennes de séjour qui sont élevées, et que la même réinterrogation des pratiques va être portée désormais sur cet autre volet de l'activité hospitalière qui est la médecine hospitalière, et donc en vue de développer davantage qu'aujourd'hui les prises en charge ambulatoires à partir de l'hôpital, et avec une amélioration de la connexion entre la ville et l'hôpital pour ces prises en charge. Donc vous voyez, innovation, premier exemple d'innovation, innovation sur les processus de production de soins. Et donc, à chaque fois qu'il y a processus, comme l'a dit Christelle, il y a une culture des organisations, il y a une culture des communautés hospitalières. Et donc,
c'est par leur mobilisation qu'on arrive à faire évoluer les prises en charge, les modalités de prise en charge. Deuxième exemple d'innovation au profit de cette démarche d'intégration de l'offre de soins et de son extension vers l'ambulatoire, la télémédecine. Et donc, en quoi finalement, Marion, la télémédecine est-elle emblématique de cette démarche? Merci Félix. Donc effectivement, alors moi je vais vous parler de télémédecine. Donc qu'est-ce que d'abord la télémédecine, rapidement, c'est la possibilité d'être soigné à distance. Donc quand on a dit ça, pourquoi et comment? Donc la télémédecine, c'est possible depuis 2010, ça fait pas longtemps. Et ce que je souhaiterais vous exposer aujourd'hui, c'est plutôt le chemin que prend la télémédecine et la trajectoire qu'elle suit, dans la mesure où ça a été d'abord un outil hospitalier, puis ensuite on a souhaité l'amener à la ville et au secteur médico-social, et pourquoi pas donc à terme au domicile. Donc le sens de mon exposé, c'est plutôt de vous montrer comment la télémédecine est un outil au service de l'évolution des pratiques et surtout des besoins. Donc l'hôpital, effectivement, comme un point de départ. Donc effectivement, depuis 2010, la télémédecine est inscrite dans la loi, puis dans un décret. Donc on a la possibilité de pratiquer la médecine à distance dans un certain cadre. Donc le cadre législatif, le cadre réglementaire posé, on a passé un certain nombre de temps à outiller les acteurs pour leur expliquer ce qu'était la télémédecine et comment on pouvait la mettre en place. Ce qu'on a constaté, c'était que c'était d'abord un outil hospitalier. Donc pourquoi hospitalier? Quand je dis hospitalier, je veux dire que le point A, donc le demandeur, et le point B, celui qui réalise l'acte parce qu'il dispose de l'expertise, est inter-hospitalière, qu'elle soit publique ou privée. Mais pratiquement à 53% des cas, l'activité hospitalière, il n'y a pas si longtemps que ça, était encore hospitalière. Donc l'outil télémédecine, c'est un outil de l'hôpital à la base. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'hôpital, c'est un lieu d'expertise. Donc quand on a besoin d'une expertise, on a tendance à aller la rechercher à l'hôpital, et l'hôpital dispose de moyens, notamment d'équipes de recherche, d'équipes d'experts. Voilà, il y a des CHU qui ont des reins un peu plus solides qu'un médecin isolé. Donc c'est le point de recherche, c'est le point d'expertise. Donc la télémédecine s'y déploie plus facilement. Donc il y a un exemple qui marche et qui est l'exemple dont tout le monde sur lequel tout le monde veut se fonder et qui est notre point de départ pour développer la télémédecine dans le secteur ambulatoire, c'est l'AVC. Aujourd'hui, on a des retours sur cette pratique-là. Donc la prise en charge de l'AVC par télémédecine, vous êtes en suspicion d'AVC, vous êtes pris en charge dans un service d'urgence qui est donc à proximité de chez vous, et un urgentiste vous prend en charge et vous permet en fait d'être à distance, de bénéficier d'une téléconsultation avec un neurologue ou un neurovasculaire. Pourquoi? Donc à distance, vous bénéficiez d'une téléconsultation, et puis si effectivement il y a un AVC, il y a une fibrinolyse qui est réalisée à distance. Donc le neuro va à distance dire à l'urgentiste voilà comment il faut réaliser cet acte-là. Cet exemple-là a été mis en place dans pratiquement toutes les régions. Donc 26 régions, dans 25 régions, on a des projets de télé-AVC. Et ce qu'on remarque, c'est que effectivement, l'organisation est performante. D'un point de vue médical, effectivement, les temps de prise en charge sont raccourcis. Effectivement, on constate qu'il y a plus d'AVC, mais c'est parce qu'ils sont aussi mieux pris en charge, plus tôt. Donc il y a plus de taux de thrombolyse, il y a plus de patients thrombolysés, mais il y a surtout une efficience qui est avérée, puisque la DGOS a réalisé une étude de coût l'année dernière, dont les résultats sont très positifs et qui montrent que c'est un dispositif qui, effectivement, parce qu'elle permet d'éviter un certain nombre de transports, est une organisation efficiente. Donc, des efforts qui sont mis en œuvre et des efforts qui sont à poursuivre et poursuivis. Donc, fort de cette expérience, l'étape numéro 2 pour le déploiement de la télémédecine, c'est de l'amener au domicile du patient. Donc, un chiffre, un constat et des actions. Un chiffre, là où il y a 53% des projets de télémédecine qui sont intra-hospitaliers, il y a 4% des projets de télémédecine qui sont ambulatoires, c'est-à-dire qui se développent en lien avec un médecin de ville, en ville. Donc c'est très très peu. Donc on voit bien que ce chiffre-là est à améliorer. Donc nos efforts sont concentrés là-dessus. Donc l'idée, c'est effectivement, comme le rappelait Félix dans son introduction, c'est pas d'exclure l'hôpital. L'hôpital est et reste un centre d'expertise et de haute technicité. Donc notre idée, c'est effectivement de rapprocher la médecine d'expertise du patient. Et il est où le patient? Il est soit chez lui, soit
Donc, et chez lui, ça peut être en structure médico-sociale ou ça peut être en étant adossé à une structure d'exercice coordonné. Donc les expérimentations de l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2014 permet effectivement de réaliser un certain nombre d'expérimentations pour des pathologies pour des pathologies ciblées. Donc à ce stade, l'actualité, donc c'est un cahier des charges, le premier qui a été publié il y a un mois de ça et qui porte sur la prise en charge des plaies chroniques et complexes à distance et qui permet donc de rapprocher la médecine du patient puisqu'elle va permettre aux patients qui est en EHPAD de bénéficier d'une téléconsultation et également aux professionnels de santé qui sont isolés dans leur exercice de se rapprocher soit de l'expertise qui peut être soit libérale, hospitalière certes, mais libérale également, de réaliser une téléexpertise. Donc vous avez les deux actes qui sont permis, vous avez des tarifs qui sont affichés très clairement dans le cahier des charges, je peux les rappeler, donc le tarif étant de 28 € pour la téléconsultation et 14 € pour la téléexpertise. Donc ça, c'est effectivement le virage. Les expérimentations durent 4 ans. Et nous sommes au début de ces expérimentations-là. Et évidemment, le dispositif a vocation à être évalué et sera évalué, l'évaluateur étant la HAS. Donc, fort de ce constat, donc, on veut rapprocher absolument la télémédecine, l'outil télémédecine du patient. Le stade final, c'est évidemment le domicile. Et alors, dans le cadre des expérimentations, on emboîte le pas également, dans la mesure où on va également on travaille donc, sur la rédaction de cahiers des charges nationaux qui portent sur donc, 3 maladies chroniques, puisque les maladies chroniques, bon, c'est un secret pour personne, le vieillissement de la population plus le développement des maladies chroniques font qu'effectivement, il y a une offre de services qui doit se multiplier et qui de fait se multiplie. Donc la télésurveillance, c'est l'aboutissement ultime de la télémédecine puisqu'elle a pour objet de permettre au patient qui est chez lui d'être télésurveillé, quelle que soit sa pathologie. L'exemple que j'ai envie de prendre et qui fera l'objet d'un cahier des charges spécifique, c'est celui par exemple de l'insuffisance cardiaque. Donc je mets à part la problématique du défibrillateur et du stimulateur cardiaque, puisque nos travaux vont porter sur une télésurveillance notamment du poids et de la tension, et ou de la tension, ça c'est à la discrétion des acteurs médicaux qui se lancent dans des projets de télésurveillance que de savoir ce qu'ils veulent surveiller. Mais l'idée, c'est que le patient est chez lui, il est équipé, il est formé, il est éduqué, et il bénéficie donc d'objets connectés, notamment une balance, parce que ça c'est indispensable pour le suivi de l'insuffisance cardiaque, et à domicile, donc, il se pèse tous les matins ou tous les 2 jours, et il envoie des données à un médecin qui est à distance et qui interprète. Voilà, ça a donné. Donc ça, c'est effectivement bien le signe que l'outil de télémédecine est un outil qui évolue, qui doit évoluer qui évolue dans ses enjeux, qui est lourd d'enjeux parce qu'il y a des enjeux industriels aussi très très importants qui convient d'accompagner et qu'on accompagne. Et enfin, j'en finis par la HAD parce que ça va aussi recouper avec l'intervention de Tiffaine qui va suivre la mienne. C'est pourquoi pas la HAD, effectivement. Donc la HAD fait partie des priorités comme le secteur médico-social dans lequel nous avons envie de déployer la télémédecine. À l'heure actuelle, toutefois, il faut vraiment reconnaître qu'il y a très peu de projets qui sont recensés. Donc il y en a un qu'on peut citer en exemple, parce qu'il est un exemple de projet de télémédecine qui réussit en HAD. C'est un projet en fait qui est porté par la PHP, qui est relatif donc au suivi des grossesses à risque. Et qui consiste à quoi en fait? C'est la télétransmission quotidienne de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal et des contractions utérines de la parturiente. Donc c'est un projet, voilà. Donc la patiente, la parturiente est à son domicile, reste à son domicile, elle n'a plus besoin de se déplacer tous les jours pour aller faire son monitoring, et c'est pas la sage-femme non plus qui va à son domicile puisqu'elle est formée, elle a un dispositif à domicile et c'est elle qui fait son propre monitoring et qui télétransmet en fait les informations à une sage-femme qui du coup ne se déplace pas. Donc ça c'est un projet qui est très documenté, qui a fait l'objet d'une monographie de l'ANAP qui nous accompagne en fait dans nos travaux, qui est disponible notamment sur le site internet du ministère, sur la page télémédecine. Vous avez l'ensemble des monographies, donc vous pouvez retrouver toutes les données. Et ce projet nous dit quoi? Ce projet nous dit que il y a eu un retour sur investissement en à peine 2 ans, parce que le coût des transports évités est très très important dans ce cas-là, et donc c'est une activité qui marche très bien. Donc l'effort est à poursuivre encore et encore, y compris sur la HAD.
Merci beaucoup Marion. Donc vous voyez là, ce deuxième exemple, c'est comment on essaye d'innover prudemment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que l'assurance maladie finance les innovations dès qu'elles se présentent. Il faut évaluer le gain pour le patient, il faut évaluer les conditions d'efficience médico-économique de la mise en œuvre de ces innovations à un moment où l'apparition de ces innovations est extrêmement rapide. Marion a évoqué les objets connectés. On voit bien qu'on tient là des moyens d'associer le patient beaucoup plus que cela n'a été possible jusqu'à présent, et en lui apportant, qui plus est, à la fois une qualité de service supplémentaire et un confort dans la prise en charge supplémentaire. Donc on voit bien les gains globaux qui peuvent être espérés de ce déploiement de la télémédecine. On a évoqué l'hospitalisation à domicile, c'est notre troisième sujet. On a voulu conclure sur un sujet sur lequel on n'est pas forcément très satisfait de la façon dont l'hospitalisation à domicile se développe. Nous estimons que ce développement n'est pas suffisamment rapide. Et donc Tiffaine va vous expliquer un peu quelles sont nos ambitions et comment nous essayons de reprendre ce sujet pour essayer de lui donner une impulsion nouvelle et mieux conforme aux ambitions légitimes qu'on devrait associer au développement de l'hospitalisation à domicile. Merci. Alors tout d'abord, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi développer l'HAD? Alors elle a des bénéfices tant pour le patient que pour le prescripteur, mais aussi pour les hôpitaux ou les cliniques. Alors pour le patient, l'HAD permet de bénéficier d'un parcours de soins sans rupture d'accompagnement. Elle permet de réduire les risques d'infection nosocomiale. Par définition, étant à domicile, il n'y a pas le risque de l'environnement hospitalier. Elle permet au patient de rester en relation avec les professionnels de santé auxquels il est habitué et qui le connaissent bien, tels que son médecin traitant, son infirmier, son pharmacien, voire même son kiné. Elle permet d'éviter la fragilisation ou le risque de perte d'autonomie induit par l'hospitalisation ou les nombreux déplacements qui peuvent être opérés, par exemple, dans les cas de chimiothérapie anticancéreuse. L'HAD permet de continuer à vivre aussi normalement que possible dans son environnement. Et là, on pense surtout aux personnes âgées, aux enfants, voire même aux personnes handicapées. Et enfin, l'HAD, tant pour le patient que pour son prescripteur, intègre un projet de soins individualisé, multidimensionnel et interdisciplinaire, intégrant une dimension psychosociale. Pour le prescripteur, l'HAD permet une prise en charge intégrant qualité et sécurité des soins. Les établissements d'HAD étant reconnus établissements de santé depuis 2009 et donc doivent respecter les obligations qui en découlent, telles que la continuité des soins, le circuit des médicaments, et ils sont également certifiés par la Haute Autorité de Santé. L'HAD permet de disposer plus aisément d'une solution d'aval, notamment dans les contextes de difficultés psychosociales. Et elle permet d'améliorer la pertinence du parcours du patient en évitant l'hospitalisation en établissement, même quand la situation requiert un niveau de soins exigeant. Pour les hôpitaux et les cliniques, l'HAD permet une réduction des durées moyennes de séjour. Et donc, comme le sujet de l'Agora est aujourd'hui, contribue au virage ambulatoire, à l'efficience des soins et donc à la pertinence des parcours de soins. Elle permet un recentrage de l'activité vers des prises en charge requérant impérativement hébergement et plateau technique. Et enfin, une diversification des modalités disponibles pour le retour à domicile. Et enfin, l'HAD permet tant pour le prescripteur, donc la ville, et les hôpitaux ou cliniques, de faire partager son savoir-faire de coordination entre la ville et l'hôpital. Alors là, vous pouvez voir une cartographie de l'HAD où nous pouvons constater une offre très hétérogène sur le territoire. Son développement vise à contribuer, son développement significatif attendu vise à contribuer à répondre à la demande croissante de la population d'être soignée au domicile, au vieillissement démographique et à l'augmentation
des pathologies chroniques dans la population. Alors par ce diagramme, nous pouvons voir un développement assez important de l'HAD. Donc là, nous avons depuis 2011 plus 14% du nombre de journées d'HAD, même si depuis quelques années, donc on peut voir la courbe entre guillemets s'aplatir, on voit une tendance au ralentissement de cette progression. Alors bien entendu, une nouvelle impulsion est nécessaire et est pilotée actuellement par la DGOS. Alors, les enjeux du développement de l'hospitalisation à domicile sont vus tant pour améliorer l'accessibilité de l'HAD et pour diversifier l'activité. Pour ces deux points, ils sont clairement identifiés dans la circulaire du 4 décembre 2013 relative au développement de l'HAD. Et dont l'un des indicateurs phares de cette circulaire est le taux, est un objectif de 30-35 patients en HAD par jour pour 100 000 habitants d'ici 2018, c'est-à-dire un doublement de son activité, puisqu'aujourd'hui, ce taux est de 18,5. Pour diversifier son activité, cela peut passer en favorisant la polyvalence de l'HAD, tout en développant les prises en charge spécialisées exigeantes, telles que les suites d'AVC, la chimiothérapie et les soins palliatifs. Alors nous avons deux exemples qui illustrent bien cette offre. La chimiothérapie qui représente en 2014 2,3% de l'activité d'HAD, qui est en augmentation assez significative puisqu'elle représentait 1,9% en 2013, mais toujours moins de 0,7% du total des journées de chimiothérapie réalisées en hospitalisation conventionnelle. Et enfin, les soins palliatifs qui représentent aujourd'hui presque un quart de cette activité. Alors nous verrons ensuite après les actions mises en œuvre au sein de la DGOS sur ces deux activités. Et enfin, développer l'HAD au bénéfice des personnes âgées et personnes handicapées accueillies en établissement d'hébergement. Sur ce point, la part des séjours en HAD réalisés pour ces personnes-là est de 4,2% en 2014 contre 3,6% en 2013. Donc là aussi, on observe une certaine évolution. Et enfin, l'un des principaux enjeux du développement de l'HAD est renforcer sa pertinence. Pour cela, nous avons saisi la HAS sur 3 travaux, dont le premier a été publié en janvier 2015 sur l'évaluation médico-économique de la chimiothérapie en HAD. Et les deux autres sont prévus pour 2016. Un permettant de créer une grille de pertinence des demandes de transfert et mutation en HAD à partir de l'hospitalisation conventionnelle, MCO-SSR, et le dernier sur la pertinence des soins de suite et de réadaptation, qui sont là des modes de prise en charge bien autorisés en HAD, et pourtant c'est une activité très peu développée actuellement. Alors, les actions engagées pour favoriser le développement de l'HAD à court terme, elles concernent 4 points principaux. Le premier, sur son financement, où là, la politique des pouvoirs publics vise à préserver les tarifs de l'HAD, voire à les augmenter. Et là, nous pouvons prendre pour exemple les tarifs de chimiothérapie et de transfusion sanguine. Et enfin, ce modèle de financement HAD qui peut présenter aujourd'hui certaines limites, nous lançons un projet d'évolution du modèle de classification et de tarification dont les travaux commencent dès cette année pour un nouveau modèle prévu d'ici 2020 idéalement. Malgré tout, des actions à court terme sur son financement sont engagées, dont un sur l'expérimentation de l'HAD en réduction des séjours longs de chirurgie, différenciée de la chirurgie ambulatoire, ce ne sera pas sur la chirurgie ambulatoire, et la mise en place d'un recueil d'informations sur les traitements coûteux en HAD, hors liste en sus. Et enfin, les établissements d'HAD seront intégrés dans le dispositif IFAC dès 2016.
Enfin, nous en avons parlé, les exemples, ce ne sont que des exemples d'activités à développer pour l'HAD, c'est la chimiothérapie anticancéreuse, où justement le rapport de l'HAS est favorable à cette progression, à cette évolution. Et enfin, sur les soins palliatifs, où un plan a été annoncé par le président de la République fin 2014, il me semble, priorisant le développement des soins palliatifs à domicile. Pour la HAD dans les établissements sociaux et médico-sociaux, une évaluation de ce dispositif est en cours pour lever les freins éventuels et un rapport d'un comité national d'évaluation devra a priori être prochainement rédigé. Et enfin, sur les autorisations, où là, plusieurs travaux sont en cours sur notamment un projet de réforme des conditions techniques de fonctionnement de l'HAD, et enfin sur l'intégration de la question de l'HAD dans la réflexion globale prévue par le PLS, projet de loi de santé, pour une réforme des conditions d'autorisation des activités de soins. Alors, dans un contexte d'efficience du système de santé et de pertinence des parcours, l'objectif de développement de l'HAD implique une évolution de l'ensemble de l'offre sanitaire. Alors, tant des établissements d'HAD qui devront s'engager dans des évolutions indispensables en termes de structuration, de taille critique, de réactivité et de professionnalisation, des établissements assurant l'hospitalisation avec hébergement qui sont les principaux prescripteurs de l'HAD, qui devront intégrer cette offre plus souvent, y compris sur de nouveaux segments d'activité ou de façon plus précoce dans le parcours des patients. Et enfin, des professionnels libéraux eux-mêmes qui devront répondre de façon coordonnée à l'ensemble des demandes qui ne nécessitent pas la compétence de l'HAD et apprendre à prescrire un recours à l'HAD quand un passage par les établissements peut être évité. Merci. Merci beaucoup. Donc là, on le voit, la HAD est très emblématique de l'impact des innovations. On a évoqué la télémédecine, télésurveillance associée à l'hospitalisation à domicile. On a vu en quoi une innovation sur les modes d'administration de la chimiothérapie pouvait conduire à un développement de l'hospitalisation à domicile. On voit que celle-ci n'est également possible que par une bonne intégration harmonieuse avec le tissu des professionnels de santé qui sont présents sur le territoire de santé à proximité du domicile des patients qui sont hospitalisés à domicile. Et donc, on voit que les conditions d'une nouvelle ambition, d'une nouvelle dynamique au profit du développement de l'hospitalisation à domicile nous semblent réunies et à nous de faire en sorte que tous ces ingrédients prennent bien. Et je tiens, avant de vous passer la parole pour répondre éventuellement à vos questions, à remercier Christelle, Marion et Tiffaine, qui sont très emblématiques de ce travail qui se fait quotidiennement à la Direction Générale de l'Offre de Soins, où des gens engagés, motivés, portent avec intelligence et conviction les chantiers qui sont ceux de la Direction Générale. Et donc, merci à toutes les trois. Voilà. Merci pour votre attention. Vous avez la parole. Monsieur, je vous en prie. Je voudrais revenir sur le sujet de l'ambulatoire et vous dire ce qui ne va pas, si ça vous intéresse. Mon nom est Lessia, Letia, je suis un consultant qui observe. Alors, ce qui ne va pas, nos points faibles ne sont, à mon avis, pas à l'intérieur des salles d'opération ou des salles d'exploration fonctionnelle. Ça fonctionne et ça s'améliore. Ce qui ne va pas est donc en dehors du circuit strictement médico-chirurgical. Et le premier point, c'est la gestion du patient, son circuit de soins et son emploi du temps. On ne sait pas le faire, il y a toute une faille organisationnelle, tout simplement parce que nos hôpitaux ne sont pas habitués à cela. Alors, à ce déficit s'ajoute un très grave problème de formation du personnel. Les hôpitaux n'ont pas du personnel formé à gérer le circuit du patient. Ce n'est pas un travail d'infirmière, ce n'est pas un travail d'aide-soignante, ce n'est pas un travail de secrétaire médical. C'est un travail de quelqu'un qui est formé à la gestion, à cette gestion
Et cette classe de personnel n'existe pas dans nos hôpitaux. Alors, je m'arrête là, je ne veux pas approfondir parce que je suis très bref, mais c'est un sujet majeur. Le deuxième sujet est le recours trop fréquent ou le recours permanent à l'hôtellerie de l'hôpital. Si on veut que l'ambulatoire réussisse, et notamment sur le plan financier, et si on veut satisfaire la Cour des comptes qui s'y est penchée et qui s'y penche toujours, il faudra avoir un recours beaucoup moins prononcé à l'hôtellerie de l'hôpital. Troisième point, avec la tradition française, je pense qu'il est indispensable d'avoir pour l'ambulatoire une structure dédiée à part. Autrement dit, on entre dans l'hôpital, on a à droite l'hospitalisation traditionnelle et à gauche l'hospitalisation ambulatoire. Autrement, ça ne marche pas parce qu'on est trop prisonnier des traditions. Et alors, je voudrais en finir pour vous signaler, vous les connaissez probablement déjà, mais je voudrais quand même les resignaler, 2 modèles étrangers. Non pas parce que ce qui se fait à l'étranger est toujours meilleur, mais parce que dans certains pays étrangers, on est moins prisonnier de nos traditions. Le premier modèle étranger que je vous rappelle, plutôt que signale, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, on trouve du tout naturellement, mais c'est le USAMEDD, avec 2 D. C'est le département médical de l'armée américaine. Les hôpitaux militaires américains sont à la pointe de l'ambulatoire. Et dans tous les domaines de la médecine, sauf naturellement la gériatrie, puisqu'il n'y a pas de personnes âgées qui sont militaires, et rarement dans le domaine de la pédiatrie, parce qu'il y a peu d'enfants qui sont militaires. Mais dans tous les autres domaines médicaux, chirurgicaux, les hôpitaux militaires américains sont en pointe pour l'ambulatoire. Le deuxième exemple, et ce sera le dernier que je vous signale ou rappelle, c'est un pays où qui est la patrie de l'ambulatoire, c'est l'Australie. L'Australie a développé ce système depuis longtemps et actuellement au centre de l'Australie, il n'y a presque plus d'hôpitaux traditionnels. Tous les hôpitaux sont ambulatoires. Et les hôpitaux traditionnels en Australie sont sur les franges côtières seulement. Et il y a un réseau dense d'avions sanitaires qui relie le tout. Alors, je pense que dans tous ces domaines qui sont un peu en dehors de la salle d'opération, il y a encore du travail et je vous adresse mes meilleurs souhaits pour ce travail. Bien, merci beaucoup, monsieur, pour vos souhaits, pour vos aperçus qui sont des constats qu'on partage. Hein. Les chantiers qui ont été ouverts sont pour la plupart partie des mêmes constats que vous. Hein. Le développement des parcours, en fait, oblige à se poser un certain nombre de questions et à redéfinir les rôles dans les processus de prise en charge. Hein. Qui définit la stratégie thérapeutique ? Qui assure le pilotage de la mise en œuvre de cette stratégie thérapeutique, qui assure le suivi des effets de cette stratégie thérapeutique pour éventuellement, en corde de rappel, actualiser cette stratégie thérapeutique. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de réponses à ces questions qui nécessitent des évolutions assez marquées de notre système d'offre de soins. C'est ce qui déjà se met en place dans certaines régions à l'initiative des agences régionales de santé, avec des plateformes de coordination, notamment pour les patients complexes, pour éviter l'errance thérapeutique des patients complexes. On a à prendre en charge de façon sans doute plus industrialisée, ce qui signifie en faisant émerger des nouveaux métiers. Vous avez raison sur la gestion, vous avez parlé du circuit des patients, de la gestion des parcours, la logistique de la gestion des parcours. On a évoqué tout à l'heure l'explosion des technologies de l'information et de la communication qui permettent d'avoir des innovations très fortes dans la gestion de l'agenda des patients. On ne s'interroge jamais assez sur l'impact des externalités négatives de nos propres
insuffisance dans l'efficacité. Je veux dire par là que lorsqu'on convoque tout le monde à la même heure et que parmi ces gens, des gens travaillent, eh bien ça veut dire qu'on perd autant de demi-journées de travail alors qu'une gestion dynamique des agendas, comme c'est rendu possible, et comme de très nombreux hôpitaux aujourd'hui la pratiquent. Il est maintenant assez fréquent lorsque vous prenez un rendez-vous à l'hôpital que la veille ou l'avant-veille, vous receviez sur votre téléphone portable, pour autant vous ayez laissé votre numéro de téléphone portable, eh bien, il y a un automate qui vous envoie un message et qui vous dit, qui vous rappelle, vous avez un rendez-vous dans 2 jours à telle heure, etc. Et si vous deviez modifier ce rendez-vous, voilà le numéro auquel vous devez rappeler. Donc cette appropriation des technologies de l'information par les établissements, elle est aujourd'hui bien engagée, mais vous avez raison, il faut la poursuivre et nous l'encourageons. Des initiatives comme par exemple le territoire de soins numériques, qui justement ont vocation à faire émerger les projets les plus innovants en matière d'organisation des soins et une organisation intégratrice à la fois au niveau du médico-social, du sanitaire, etc., vise justement à faire émerger ces nouveaux modes de coordination des acteurs avec la mise en œuvre de ces nouvelles technologies. Alors moi, je dirais les structures à part, oui, mais pas trop à part, s'agissant de la chirurgie ambulatoire. Je m'explique. En révisant le décret de 2012 sur l'organisation des alternatives à l'hospitalisation, on a été dans le sens de ce que nous demandaient les acteurs, c'est-à-dire une meilleure polyvalence et une meilleure facilité dans la mise en commun des ressources pour des activités, que ces activités soient de chirurgie complète ou de chirurgie ambulatoire. Néanmoins, les unités de chirurgie ambulatoire demeurent et l'identification très claire de ces unités demeure. Les États-Unis ont fait le choix de développer des centres autonomes. Le problème, c'est qu'une fois que tous les chirurgiens seront dans les centres autonomes, qui s'occupera des blocs opératoires pour les patients qui doivent, eux, bénéficier d'une prise en charge avec hospitalisation complète. Donc on doit, lorsqu'on réfléchit l'organisation globale du système, on doit prendre en compte à la fois les évolutions technologiques, etc., mais aussi les évolutions des démographiques des professionnels de santé. Et donc, ne pas déplacer les compétences, ce qui aboutirait à créer des vides dans d'autres secteurs d'activité. Donc notre souci, et on le fait en lien avec les fédérations, c'est comment aller suffisamment loin pour autonomiser des centres de prise en charge en matière de chirurgie ambulatoire, mais sans déshabiller, si j'ose cette image, les établissements dont une partie de l'activité va demeurer orientée sur des prises en charge avec des patients compliqués, etc., nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours suite à leur intervention. Et donc, il nous faut trouver le bon équilibre en matière d'organisation pour éviter ces déplacements erratiques des compétences. Voilà. Sur les États-Unis, oui, ils ont été en pointe, mais notre médecine, et vous avez été l'un de ces acteurs, monsieur, notre médecine est aussi une des meilleures médecines du monde. Il n'y a pas d'année qui se passe sans qu'une équipe de chirurgie en France ne fasse une première en matière de prise en charge ambulatoire avec des actes chirurgicaux extraordinairement complexes, ce qui accoutume le public et les médecins eux-mêmes à l'idée que la chirurgie ambulatoire, ce n'est pas la chirurgie pour les petits actes sans importance. La chirurgie ambulatoire, c'est tous les actes de chirurgie et une organisation de la prise en charge autour de ces actes qui est réglée au cordeau. C'est cette organisation qui a quelque chose de militaire. Si je veux poursuivre et filer un peu votre métaphore par rapport aux hôpitaux de la défense américaine. Et pour terminer le propos, je dirais, sur la base de ce qui vous a été montré tout à l'heure, oui, nous étions en retard dans le ratio des prises en charge en chirurgie ambulatoire. Ce retard, vous avez vu, hein, nous sommes en train de le combler. Il y a une mobilisation, une prise de conscience, une mobilisation très forte des communautés hospitalières pour combler ce retard. Nous y sommes, nous y allons et nous allons bientôt, mais sur la base d'une démarche médicalisée, en association avec les sociétés savantes qui nous disent où est le curseur du possible, de l'atteignable en termes de proportion en prise en charge ambulatoire versus prise en charge avec hébergement. Donc cette démarche, elle est responsable, elle est prudente, elle est conforme à l'état de l'art, à ce que permet l'état de l'art aujourd'hui, si toutes les équipes étaient organisées au top de l'efficience par rapport à ces prises en charge. Et donc les cibles dont on a parlé, qui sont assignées au travers des contrats passés avec les établissements, les cibles assignées aux établissements, elles sont raisonnées sur des bases médicales. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à cette question, s'il y en a d'autres.
Je suis directeur adjoint dans un établissement public, un hôpital de proximité. Et ma question, c'était, à l'issue de ces développements, l'HAD, la télémédecine, l'ambulatoire, comment voyez-vous l'évolution des services d'hospitalisation, des plateaux d'hospitalisation et des ressources qui vont avec? On est clairement, le virage ambulatoire, si vous voulez, l'innovation provoque des conséquences en vagues. La première vague qui est à l'œuvre dans le virage ambulatoire, c'est le questionnement sur les capacités d'hébergement. Effectivement, le premier effet du virage ambulatoire, c'est sans doute la réduction d'une partie des capacités d'hébergement hospitalier. Par ailleurs, je parlais tout à l'heure dans l'introduction d'une démarche visant à un système hospitalier, une offre hospitalière beaucoup plus intégrée qu'aujourd'hui. Le groupement hospitalier de territoire, il a vocation, au moins en ce qui concerne l'offre hospitalière publique, sur un territoire de santé donné, à aller vers une plus grande spécialisation qu'aujourd'hui, donc des établissements. Et à partir d'un projet partagé, sinon d'un projet commun, mais en tout cas d'un projet partagé par l'ensemble des établissements. En conséquence, cela va aboutir certainement à une concentration des compétences sur un nombre de plateaux techniques plus réduit qu'aujourd'hui. Là où les compétences rares doivent se trouver, il faudra rechercher la polyvalence. Je prends comme exemple les réflexions qui sont en cours au ministère aujourd'hui sur l'évolution du droit des autorisations s'agissant de l'imagerie. On a aujourd'hui une autorisation qui se fait équipement par équipement, un IRM, etc. Équipement par équipement. Cette modalité-là a des effets pervers. Quand vous n'autorisez qu'un équipement à la fois, bien du coup, on va prendre l'équipement le plus polyvalent. Il faut que ce soit le couteau suisse et ça coûte très cher, un couteau suisse. Et donc la réflexion, c'est de se dire, puisqu'on va vers une concentration des plateaux techniques, il faut sans doute imaginer que le droit des autorisations sera plus conforme à ce qui se fait par ailleurs, c'est-à-dire plutôt un droit une activité autorisée plutôt qu'un équipement autorisé. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où c'est un plateau technique d'imagerie qui serait autorisé, ça laisse beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui aux praticiens en charge de ce plateau technique de choisir les équipements en fonction de leur activité, de choisir pourquoi pas un IRM dédié à tel type d'imagerie pour la rhumato, que sais-je, etc. Et donc d'ouvrir beaucoup plus le champ des possibles et donc aussi la mutualisation des ressources rares à partir de ces plateaux peut-être plus denses qu'aujourd'hui dans l'avenir. La tension de toute façon sur les ressources va être un autre des déterminants de cette recentrage des ressources les plus rares sur des plateaux techniques, d'où tout ce qui vous a été expliqué par mes trois collègues, à savoir qu'à partir du moment où les ressources seront plus concentrées, je terminerai par ça, il faut en parallèle déployer les moyens de mieux les mutualiser, mieux les mettre à la disposition des autres acteurs. Et c'est tout l'enjeu de la télémédecine. Je parlais de l'imagerie. Eh bien, en contrepartie, il faut de la téléimagerie, il faut des systèmes d'information qui permettent de transporter les images, qu'elles soient éventuellement analysées ailleurs qu'à l'endroit où elles ont été réalisées, etc. Et c'est ce mouvement d'ensemble, cette approche systémique, qui nous permettra de, sans perte de qualité, de faire face à l'augmentation de la demande de prise en charge qui est inéluctable compte tenu du vieillissement de la population. Bonjour, moi je suis Laurence Mauduit de Acteurs Publics. J'aurais voulu savoir si vous établissez un lien entre explosion de la chirurgie ambulatoire et HAD à développer. Est-ce que les personnes qui quittent l'hôpital extrêmement rapidement n'ont-elles pas recours à une hospitalisation à domicile de manière un peu plus systématique? Voilà. Et combien ça coûte, si vous avez des chiffres? Bon, alors je ne sais pas si vous voulez compléter là. Alors je vais juste répéter pour savoir si j'ai bien compris. En fait, vous souhaitez savoir si après une chirambu, il y a une HAD.
Ouais. Alors, nous, ministère, nous portons pas ce message, c'est-à-dire que la chirurgie ambulatoire, une fois que le patient est sorti est à domicile, il n'est plus hospitalisé. Sauf que lorsqu'on est en HAD, à domicile, on est hospitalisé. Donc c'est deux logiques complètement différentes, chirurgie ambulatoire et HAD. Et nous défendons bien évidemment l'idée que si le patient est éligible en chirurgie ambulatoire, c'est qu'il a fait l'objet d'une analyse acte, patient, structure, et il n'a pas à bénéficier de soins complexes, intensifs, à domicile. Enfin, c'est vraiment deux buts et deux logiques que tout oppose. Donc sur ça, effectivement, on a eu quelques retombées au ministère, enfin quelques remontées au ministère sur ce point. On n'a pas de chiffres. Et pour être clair, on porte le message contraire, qu'on porte bien évidemment auprès des ARS et qu'ils les relaient aux établissements de santé. Donc il ne devrait pas y avoir de dérive de ce type. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à votre question. Oui, alors si je confirme complètement ce qui vient d'être dit, hein, s'il y a hospitalisation derrière une prise en charge en chirurgie ambulatoire, ça veut dire que la prise en charge ambulatoire a échoué. C'est très clair. Il y a réhospitalisation, même si c'est à domicile. Donc ça veut dire que l'organisation n'a pas été au top. En revanche, la question que nous nous sommes posée et qui s'est traduite par une des dispositions du projet de loi de santé, hein, c'est plutôt que l'aspect médical, c'est l'aspect social, l'aspect environnement du patient dans sa capacité à retourner au domicile. Donc en lien avec la mutualité sociale agricole, on porte un certain nombre d'expérimentations en lien avec les médecins traitants, et vous voyez qu'on est bien dans notre sujet du virage ambulatoire, le médecin traitant qui organise le parcours du patient âgé rural, puisque c'est ça la cible de l'expérimentation, qui était l'une des cibles où les scores, si j'ose dire, les ratios de prise en charge en chirurgie ambulatoire étaient particulièrement faibles, et donc on s'est demandé pourquoi ces réticences. Et donc, avec l'appui du médecin traitant, parce que là on a un lien de confiance entre le patient et le médecin traitant. Le médecin traitant organise les étapes avant l'hospitalisation et après l'hospitalisation. Et donc ce sont des maisons de repos, etc. On organise une transition entre la sortie de l'hôpital et le retour franc à domicile, mais pas par une prise en charge hospitalière, mais par une prise en charge plus d'ordre médico-social d'une certaine façon. Et la disposition à laquelle je faisais allusion, c'est au-delà de cette expérimentation, la question qu'on s'est posée pour des patients qui sont isolés socialement ou fragiles un peu psychologiquement et qui demandent à être rassurés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative entre les renvoyer à domicile ou prolonger leur séjour hospitalier, ce qui coûte très très cher parce qu'une nuit d'hospitalisation complète, ça coûte très cher vu l'environnement, infirmiers, gardes, etc. associés. Et donc la disposition vise à finalement développer ce qui se pratique déjà dans certains établissements, à savoir une capacité à fournir une solution d'hébergement à proximité de l'hôpital, mais de type hôtelier et non pas de type hospitalier. Et donc aujourd'hui, on a des hôpitaux qui proposent ce service soit pour les patients, soit pour les accompagnants des patients d'ailleurs. Hein, on a les deux cibles, hein, et qui proposent ces services intramuros. Ça a été longtemps le cas à l'Hôtel-Dieu ici à Paris. Vous aviez l'ambule-hôtel, hein, qui était une solution mise en place en accompagnement d'une prise en charge ambulatoire. Vous avez d'autres établissements comme l'Institut Gustave Roussy qui ont passé des conventions avec des chaînes d'hôtels. Et là, c'est par exemple pour des séjours aussi de chimiothérapie récurrente, etc., où les gens viennent de loin et on évite une hospitalisation dans un lit d'hôpital et néanmoins on fournit au patient, il n'a pas à la rechercher par lui-même, on fournit une solution d'hébergement. Donc à partir de ces retours de terrain, on s'est posé la question comment résoudre ce problème. Monsieur évoquait l'Australie. L'Australie est un peu un marqueur aussi de ce type d'accompagnement des prises en charge hospitalières qui finalement sont des gains pour les patients, ils sont sécurisés, ils sont accompagnés. Il y a un lien téléphonique en général qui est privilégié entre l'hôpital en cas de besoin et puis la structure hôtelière en charge de l'accueil des patients. Donc on fournit, les hôpitaux s'organisent aussi de façon à fournir ce service. Et donc on est en train via la loi le projet de loi de santé, d'inscrire cela comme une disposition pour en permettre progressivement l'extension et la généralisation.
Écoutez, merci infiniment d'avoir été présent et puis pour vos questions et vos interventions. Merci.